Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir et d'accueillir Fanny Ardant pour cette leçon de cinéma. Pierre Zény qui animera la rencontre. Vous rappelez aussi que à 18h, il y a la projection d'un film magnifique, Les Jeunes Amants, et parmi nous, on a Karine Tardieu, je ne sais plus où elle est, mais qui est la réalisatrice. Vous n'êtes pas là, je sais plus. Elle est là en tout cas. Et Sharif Hanouna qui est l'un des acteurs du film. Donc, il reste encore quelques places. Si c'est une grande salle, donc n'hésitez pas. C'est vraiment vous n'avez pas à regretter. C'est un film magnifique. Voilà. Alors voilà, je vais laisser la parole à Brigitte qui va dire quelques mots. Madame Fanny Ardant, Monsieur Pierre Zény, Madame Nadia Paschetto, Monsieur Éric Millot, cher public, au nom du président de l'université et du service culturel et en tant que chargé de mission à la culture, je vous souhaite la bienvenue à l'université d'Artois. Après ces longs mois de silence, c'est un bonheur de retrouver un amphithéâtre tout bruissant, comme il l'était tout à l'heure, maintenant vous êtes très attentifs, de renouer avec l'Arras Film Festival, qui nous a bien manqué à tous l'an dernier, on en est bien d'accord, et de vous accueillir, Madame Fanny Ardant, au double titre d'actrice et de réalisatrice. Comment vous présenter en quelques phrases, alors que votre carrière est si dense? Vous avez joué dans près de 100 films, avec des réalisateurs et des réalisatrices de grand talent, Nina Compagnès, François Truffaut, Alain Resnais, Volker Schlondorff, Michel Deville, Patrice Lecomte, Ettore Scola, Anne Fontaine, François Ozon, Diane Curis, Mai Wen, et bien entendu, je n'ai pas pu tous les dire, je ne peux en citer que quelques-uns et quelques-unes. Et vous avez donné vie et voix, et quelle voix, à des personnages si contrastés. Femmes déchirées et déchirantes, comme Mathilde, la femme d'à côté, ou qui n'ont pas froid aux yeux, comme Barbara, la secrétaire de Vivement Dimanche, ou Pierrette, l'une des 8 femmes de François Ozon, ou, tout récemment encore, mère, fantaisiste dans Ma mère est folle, de Diane Curis, ou un peu hystérique et surtout très fascinante dans ADN. Et nous devons, hélas, laisser de côté aujourd'hui votre carrière théâtrale, tout aussi impressionnante. Je ne résiste quand même pas au plaisir de citer votre interprétation de La maladie de la mort, où vous offriez, seul, à gauche, sur la scène du théâtre de la Madeleine, à droite pour les spectateurs, les mots de Duras sur l'amour et le désir impossible à atteindre. Et il y a aussi, bien sûr, votre carrière de réalisatrice, qui sera au cœur de cette leçon de cinéma. Cendres et sang, Cadence obstinée, Le divan de Staline. Je n'aurai pas la prétention de jouer aux critiques de cinéma devant M. Pierre Zény, et je dirais juste qu'il me semble que ce qui relie ces 3 œuvres, et finalement aussi beaucoup des personnages que vous avez interprétés, c'est la passion de la liberté incarnée par les femmes. Que ce soit la mère de famille Judith, la violoncelliste Margot ou Lydia, la maîtresse de Staline, les héroïnes de vos films sont des êtres libres, à qui rien, et pas même la mort, ne fait peur. Dans une très belle série d'émissions sur France Culture, à voix nue, vous évoquiez ce que vous disait votre père, qu'il s'était engagé dans l'armée d'abord pour l'amour des chevaux. Il faut, disait-il, laisser le cheval libre, tout en le contrôlant au plus près. Ne jamais contraindre l'animal. Libre, toujours libre.
on peut affirmer que vos interprétations, vos réalisations sont libres, toujours libres, comme vous-même, sans aucun doute. Merci, Madame, de votre présence parmi nous cet après-midi. Merci beaucoup, Brigitte. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Fanny. Bonjour. Très heureux d'être à vos côtés donc, pour cette leçon de cinéma libre. Ce que disait Brigitte, là, ça vous va bien, ça, non? Oui, ça me plaît. C'est bien pour commencer. Exactement. Alors, on va peut-être commencer par le commencement. On va pouvoir découvrir, alors, Brigitte en parlait, à la fois votre carrière d'actrice, mais aussi vos réalisations. Dans un deuxième temps, on va avoir des extraits, ça va être très chouette. On va pouvoir vous montrer des extraits de La femme d'à côté, de Benvenuta, de 8 femmes de la Belle Époque, mais aussi donc de Cendre et sang, de Cadence obstinée ou encore du Divan de Staline. Mais commençons donc. Est-ce que vous étiez une jeune fille libre, tiens, pour reprendre ça, libre de choisir le cinéma, la carrière d'actrice, l'envie de jouer, parce que vous avez commencé par le théâtre aussi. Qui était la jeune fille Fanny Ardant? Je pense que j'étais une enfant difficile, mais comme Madame le disait tout à l'heure, j'ai été élevée par un père qui m'a inculqué très vite que toute autorité est discutable, qu'on doit mettre en question l'autorité, l'ordre, la loi, dans ce qui donne une sorte de liberté qui a toujours un prix, mais ne jamais obéir sans réfléchir. Ensuite, j'ai pensé que je pouvais supporter une autorité, mais à condition qu'elle soit bienveillante ou qu'elle fasse appel à mon intelligence. Je détestais les dictates, les lois, marcher à droite, la tête penchée. Donc, c'est vrai que quand j'ai décidé que je voudrais être actrice, mes parents qui m'aimaient m'ont dit « c'est pas un métier, actrice ». Donc, on m'a demandé de faire mes études, comme si, pendant le temps des études, c'est un temps qui ne reviendra jamais. Et c'est vrai que moi, j'ai fait des études universitaires. C'est comme si j'avais appris à jouer du violon pour jouer du pipeau. Mais en même temps, je ne regretterai jamais le temps de l'université parce que je pensais que c'était un temps où on pouvait parler, on pouvait discuter, on pouvait... la dialectique, vous voyez, être contradictoire, enfin, lire... C'est comme si, finalement, ce n'était pas tellement les études qui étaient importantes, c'était les rencontres. Donc, jamais regretter ce temps des études, parce qu'après, c'est vrai, la vie s'emballe, on a moins le temps de parler, de discourir des nuits entières sans se coucher et tout. Donc... C'était Sciences Po, en plus. Oui. Sciences Mais Po. moi, j'étais vraiment une fumiste, parce que quand à Sciences Po, tout le monde faisait une licence de 4 ans, ou la science économique, ou le droit, ou un truc d'anglais. Sciences Po, j'ai choisi Sciences Po parce que c'était les études les plus courtes. Les plus libres, un peu, en quelque sorte aussi. Oui, parce que je me suis aperçue que, finalement, la science politique, c'était tout et c'était rien. Et qu'à l'examen final, vous étiez plutôt jugé sur votre façon de vous sortir d'un mauvais pas que grâce à vos connaissances. Donc, j'aimais bien aussi que, oui, ça soit un peu fumiste, et que les grands commis de l'État feraient Sciences Po ou l'ENA, mais ils seraient plus doués pour se sortir d'un mauvais pas que, finalement, de faire des choses importantes. C'est tellement juste. Donc, vous êtes à Sciences Po, Fanny, mais vous voulez devenir actrice. On est d'accord, oui. Ça vient d'avant, ça vient d'avant Sciences Po. Donc, vous Oui. rongez un peu votre frein à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à faire du théâtre, vous prenez des cours en plus de l'université? Non, parce que, comme toutes les passions, on ne sait pas par où commencer. Je ne pensais même pas que ça s'apprenait d'être actrice. Donc, j'ai commencé à avoir cette passion parce que quand j'étais très jeune, j'allais beaucoup à l'opéra. Et que quand le rideau rouge s'ouvrait, je disais à mon frère, un jour, je serai de l'autre côté de la barrière.
Alors lui pensait que j'étais folle, mais que c'était comme une évidence, vous savez, l'évidence des fous. Et puis, non, quand j'ai fait mes études, je ne pensais pas au théâtre. Je savais qu'un jour, ça arriverait. Mais je n'ai jamais pensé au cinéma. J'ai toujours pensé au théâtre. Je pensais que je lisais beaucoup et je pensais que tout ce qui était beau devait se partager. C'est-à-dire qu'on devait se lever tout haut pour dire à un public ce qu'on aimait tout bas. C'est quoi vos premiers pas alors? C'est quoi le moment où ça se concrétise? Le moment où effectivement vous traversez la scène et vous allez sur scène? Je me souviens que pour gagner ma vie, j'ai été assistante d'un metteur en scène qui avait monté Orphée aux Enfers. Et puis un jour, le régisseur avait trop bu, donc il s'était endormi dans un coin et on m'a dit « tu vas remplacer le régisseur ». Vous savez, le régisseur, c'est lui qui dit « attention, effet 3, descente du tulle, attention, arrivez le truc ». Et une fois que j'étais sur ce plateau, c'était là, voilà. Il y avait quelque chose. Bien sûr que j'étais de l'autre côté de la barrière, là, du côté du technicien. C'était votre place? Oui, et j'ai toujours pensé, et je l'ai vérifié plus tard, que quand on était sur scène, rien de grave ne pouvait vous arriver. Il y avait comme une sorte de création du monde avec un début, un milieu, une fin. Vous étiez venus, parce que vous voyez comme c'est erratique la vie. On ne sait jamais rien, tout vous fuit entre les mains. Il n'y a pas de début, de fin, il n'y a rien, il y a comme une sorte de torrent. Tandis qu'au théâtre, il y a ça, un début, un milieu et une fin. Et de régisseur à comédienne, qu'est-ce qui se passe? Quel est le début, justement? Quelqu'un m'engage pour jouer dans une pièce de Claudel qui s'appelle Tête d'or. Et je suis très consciente que moi, je suis montée sur scène en ne savant rien. Mais donc c'est pour ça que je vous parle d'une passion. Parce que Vous êtes jeté à l'eau sans préparation avant? J'avais été dans un cours d'art dramatique et je me rappelle que le professeur pensait que j'avais un accent épouvantable. Donc, il m'a fait mettre debout sur un petit banc et il m'a fait travailler les oraisons funèbres de Bossuet. Moi, je ne comprenais pas. Je me rappelle qu'une de mes premières auditions, j'étais passée une audition pour une pièce de Racine et c'est l'assistant, après que j'ai passé mon rôle, il m'a dit « Vous avez un accent là ?» Et moi, j'ai répondu « Je ne suis pas la seule. Dehors, sortez !» Donc, je me rappelle que les premières auditions, j'ai été renvoyée, puis après, ça a commencé comme ça, avant même d'être prêt. Vous savez, moi, je pense toujours au débarquement, le jour du débarquement, ces hommes qui sont dans les barques et qui attendent. Est-ce qu'ils sont prêts? On n'est jamais prêt. Mais tout d'un coup, on débarque. Et c'est dans la fureur de la vie, dans la passion. Oui, dans la passion qu'on vous a donné ce rôle, vous avez aimé ce rôle, le préparer, le jouer le mieux que vous pouvez. Donc je crois beaucoup à ça, au mélange d'obscurité et de lumière. Une forme d'instinct, alors? Oui, et de nature d'actrice, déjà? Vous étiez actrice tout de suite? Vous l'avez compris tout de suite en étant sur scène? Vous m'aviez dit « je suis à ma place ». Oui, mais parce qu'en fait, je suis quelqu'un d'assez timide et que je suis quelqu'un d'assez asocial. Donc, je ne me sens pas si bien que ça dans la société. Donc, c'est ça que je vous disais. Sur scène, tout d'un coup, il n'y avait plus de timidité. Parce que vous veniez pour une vraie raison. Ce n'était pas un petit cocktail où vous disiez, vous ne trouvez pas qu'il faut être chaud pour la saison ou je ne sais pas quoi. Donc, Il y a les Dames de la Côte. Comment alors, vous faites quelques petits rôles au cinéma. Il y a Dames de la Côte de Nina Campanès. Comment c'est le moment où vous allez rencontrer le public en quelque sorte, un succès. Qu'est-ce que ça change et qu'est-ce qui se passe ensuite pour que François Truffaut vienne vous voir et vous rencontre? Je pense que j'ai beaucoup aimé Nina Campanès parce qu'elle ne m'avait jamais vu jouer au théâtre ni ailleurs. Et je l'avais rencontrée dans un café. Et comme ça, les conversations, les mots échangés. Et elle m'a donné ce rôle où, curieusement, je m'appelais Fanny dans Les Dames de la Côte, c'est-à-dire comme moi. Et quelquefois, quand elle disait action, au lieu de dire action, elle disait Fanny, parce que c'était mon rôle. Donc, il y avait un mélange incroyable. Donc, ça a très bien marché. Ouais. Et c'était là où
j'ai reçu un jour une lettre de François Truffaut qui disait « Désormais, rester le samedi soir devant sa télévision est une joie ». Et donc après, il était en train de monter le dernier métro avec Gérard Depardieu et Catherine Deneuve. Et puis, après, il portait en lui ce sujet de la femme d'à côté depuis très longtemps. Je pense qu'il portait toujours des envies de tourner avec des actrices et des acteurs et des sujets. Mais comme s'il attendait toujours que ça soit le bon moment, que ça soit exactement elle dans ça dans ci, tout ça. Donc, après, il m'a demandé de jouer dans La femme d'à côté, après m'avoir envoyé un synopsis de... 30 pages, je crois que c'était très court. Même pas, 8 pages. Ah oui. Où il n'y avait aucun dialogue. Il n'y avait que les situations, les scènes, avec le début et la chute. Et moi, je me rappelle d'avoir lu ça comme c'était tout ce que j'aimais dans la vie. C'était tout ce que je croyais, qu'on pouvait mourir d'amour, que... Il n'y a pas que les faits divers dans les journaux, que là, c'était un fait divers, mais soutenu par une grande histoire d'amour. Et après, on est parti à Grenoble. Et, Parce que je viens de Grenoble. et là, François Truffaut écrivait tous les dimanches les dialogues qu'on jouerait dans la semaine suivante. Donc ça a été fait dans une sorte, on l'a tourné en 6 semaines. Oui. Sorte d'urgence, mais tout le monde était là, dans ces 2 maisons, l'une à côté de l'autre. Et... Dans le Grésivaudan. Oui. Ça joue d'ailleurs le décor, un peu, sur vous, sur l'actrice. Vous vous souvenez? En fait, je pense que tout joue. Curieusement, même, souvent, je pense aux costumes. Parce qu'on commence, on vous essaye des costumes, et même si vous ne les aimez pas, il y a le metteur en scène qui vous dit « Non, elle ne porterait pas ça ». Et les costumes, comme les décors, c'est un peu comme l'art de la statue. Vous enlevez ce qui n'est pas bon pour l'information directe au spectateur, parce que vous voyez, comme spectateur, vous recevez plein d'informations sur l'écran. Donc le costume, le décor, et puis bien sûr, les acteurs sont primordiaux, parce qu'on ne danse pas bien tout seul. Il faut que quelqu'un vous invite à danser, et c'est en fonction de comment il va vous regarder, comment il va occuper le vide. Et là, c'est lancé. Et là, c'est Gérard Depardieu oui. qui vous regarde. Je me rappelle, la première scène, c'était... je devais lui serrer la main. Et quand il m'a serré la main, quand je lui ai serré sa main, allez, je savais que j'allais danser. On va vous regarder alors danser, Fanny. On va regarder un extrait de La femme d'à côté. Voilà, tout de suite sur l'écran, Gérard Depardieu et Fanny Ardant. Ça vous fait quel effet quand vous revoyez cette scène-là, oui. Fanny Ardant? Oui. Oui, quoi? Ça, je ne vous parlerai pas. Posez-moi une autre question. Moi, quand je vois cette scène, en tout cas, c'est 2 personnes qui sortent d'un supermarché, dans un parking, qui parlent d'un ton badin, et d'un seul coup, cette scène qui tourne au drame juste par... je me dis, mais vous n'êtes pas là par hasard. Vous saviez que c'était important quand même, c'était François Truffaut, l'un des plus grands cinéastes français, qui vous confie ce rôle face à Gérard Depardieu, qui est la star montante du cinéma français. Il est sur vos épaules, ce film. Vous le sentiez? Vous sentiez une forme de pression par rapport à ça? Non, parce que, en fait, j'avais une grande inculture du cinéma. Donc, je ne savais pas qui était qui. Donc, évidemment, je n'avais pas vu tous les films de François Truffaut. Je ne connaissais pas très bien Gérard Depardieu. Il s'était trouvé que je l'avais rencontré dans un film où je jouais un petit rôle, Les Chiens, de Jessuat.
Et puis, il s'était passé quelque chose de pas bien. J'avais volé une voiture. Enfin, je vais vous épargner tout ça. Mais non, mais donc, Vous aviez volé une voiture? oui, non, mais et donc j'étais ostracisée. Mais le seul qui est venu me parler sur un banc, c'est Gérard Depardieu. Et il m'a dit qu'il était de Châteauroux. Moi, j'ai dit que mon père était du côté de la région de Limoges, dans le Limousin. Et puis, je me rappelle qu'il m'avait posé cette question. Mais pourquoi tu ne joues pas les rôles de Dominique Sanda? Et moi, je lui avais répondu, mais c'est comme si vous demandiez à un chameau pourquoi il ne boit pas dans le désert. Et donc, on avait beaucoup ri. Et après, quand François Truffaut avait dit à Gérard, voilà, je voudrais faire un film avec toi et une fille qui s'appelle Fanny Ardant. Et lui, il avait dit, ah oui, la fille de Limoges. Ah. Vous aviez répété une scène, comment ça se passe? Parce que c'était très court, c'est vrai qu'ils l'ont écrit très très vite, François Truffaut, sa co-scénariste, et son co-scénariste ont écrit assez vite. Et vous répétiez avant, comment ça se passe là? Une scène comme celle-là par exemple, il se passe quoi avant? Il y a une répétition, il y a un travail du texte avec François, avec Gérard? Non, parce que je me rappelle justement aussi des questions. Une fois que j'avais lu le synopsis, je me rappelle que François Truffaut m'avait téléphoné pour me dire « Vous n'avez pas de questions à me poser ?» Et moi, j'étais très embarrassée parce que pour moi, tout était clair. Mais j'avais honte de dire « Non, je n'ai pas de questions. » Et tout d'un coup, Woody Field, elle a dit « Ah, chouette !» Comme si, au fond, si on répétait peut-être pour la caméra, pour le travelling, pour les histoires de lumière. Mais très vite, on était dans... Et que moi, ça me plaît beaucoup, ça. Parce qu'au fond, on peut répéter pendant des heures. C'est au moment où on dit action que les choses se passent vraiment. Il ne faut pas mouiller la poudre. Et que il y avait... Les décors étaient très proches les uns des autres. C'était un film intimiste. Donc, ça a été tourné très vite. Et je pense que François était très préparé. Par exemple, vous savez, dans ce film, il y a une claque que Gérard Depardieu doit me donner. Je me rappelle que le matin, Gérard, en montrant ses mains à François, a dit « Non, je ne vais pas flanquer une claque à Fanny. » Alors, il y a François qui a dit « Mais si, une petite claque. Non, moi, je ne donne pas de claque à Fanny. Mais si, mais non, mais si. » Et puis finalement, c'est ça que j'ai admiré. C'est qu'au lieu de se braquer, François a réfléchi et qu'au fond, c'est comme, vous savez, encore plus extraordinaire, c'est qu'il décide de mettre la caméra derrière une vitre, comme si déjà la scène est plus loin, et comme si, vous voyez, c'est comme une mise en abîme. Il y a le cadre de la vitre, il y a ce qu'on voit de loin, où on ne comprend pas parce qu'on n'entend pas les gens, et après on peut se rapprocher pour les gros plans. Et je me disais que souvent le cinéma, c'est comme si des choses qu'on n'avait pas prévues, ou des accidents qui se transforment en chance. Et que c'est toujours ça la marque des grands metteurs en scène, c'est que vite, c'est comme si le cœur de ce qu'ils voulaient dire est toujours là, mais qu'ils vont trouver le moyen de faire dire ce qu'ils avaient envie de dire, malgré les empêchements. Gérard Depardieu, je sais raconter qu'il avait eu du mal avec cette scène. C'est une des scènes les plus difficiles qu'il ait eu à tourner. Effectivement, il ne voulait pas la faire, il ne voulait pas être violent avec vous, et cette scène est brutale. Brutale, mais je pense que le fait de la voir de loin la rend encore plus énigmatique. Donc, et puis, oui, c'est vrai, Gérard, mais je sais qu'il aurait donné une claque douce. Vous n'aviez pas le trac? Vous n'aviez pas peur? Alors, quand vous m'avez demandé, je n'avais pas aucune notion des enjeux. Mais moi, j'ai toujours eu le trac. C'est-à-dire, vous savez, ce moment où on va entendre, voilà, tout le monde est prêt. C'est pour ça que j'ai toujours aimé les tournages sur lesquels il y a du désordre et du chaos. Parce que curieusement, dans le désordre et dans le chaos, vous pouvez vous concentrer beaucoup mieux. Alors que s'il y a un silence de mort, comme si on attendait l'importance, ça vous coupe les ailes. Parce qu'on attend trop. Alors que s'il y a un énorme bordel, eh bien, c'est entre vous et vous. On n'a pas l'impression que les gens vous attendent en disant « Alors, montrez-moi ce que vous savez faire. » Et que, oui, mais qu'en même temps, Mathilde, elle disait tout ce que j'aurais aimé dire. Donc c'était un rôle tellement proche de moi
qu'il n'y avait pas de performance d'actrice. Il y avait à se glisser dans ce qu'elle disait. Comment ça se fait, ça? Comment ça se fait quoi? Ben, que le rôle vous collait tellement à la peau. Elle disait exactement ce que vous ressentiez. Ouais. Je pensais toujours, depuis que j'ai l'âge de lire, que la seule chose importante de la vie, c'est l'amour. Et que forcément, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Donc si on commence à raconter une histoire heureuse, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors que les histoires tragiques, c'est là où tout commence. D'ailleurs, Gérard Depardieu, son personnage a cette phrase, il dit à un moment donné, elle détonne dans le paysage, cette femme. Et c'est au début, il dit ça à sa femme. Il lui dit, il y a des pierres, il y a des ombres, il y a des arbres, pardon. Il n'y a que des choses vraies, mais elle détonne dans le paysage. Quand vous êtes arrivé comme ça dans le cinéma, vous aviez cette impression aussi, quel était le retour que vous sentiez, que vous aviez quelque chose à apporter, vous, Fanny Ardant, quelque chose de différent? Non. D'incessible, vous étiez différente, vous êtes Non. entière, quoi. Je trouve qu'on rentre dans le théâtre, le cinéma, comme les chiens qui rentrent dans la forêt. On s'avance, on va vers des odeurs qui vous plaisent, on rencontre des herbes. C'est beaucoup moins logique et stratégique. On se dissocie jamais de ce qu'on est en train de vivre. Parce que si vous portez un jugement sur vous, ou si vous avez une stratégie, c'est que vous vous coupez des vraies racines. En fait, il faut vivre un peu dans une sorte d'inconscience. Vous êtes plus libre. C'est fort. Ben, c'est fort de garder ça, de maintenir ça. Vous tournez avec Alain Resnais également. Vous retournez ensuite devant la caméra de François Truffaut, Vivement Dimanche. Les choses démarrent fortes pour vous. Ce sont des rôles marquants, ce sont des films marquants. Il fera quand même 1 million d'entrées. La femme d'à côté, après le dernier Métro, ça a été un autre succès pour François Truffaut. Vous sentez que la caméra vous aime, que ça va, vous vous posez des questions, vous avez des doutes sur votre, je sais pas, votre vocation, parce que on peut se poser des questions. Vous êtes, non, ça y est, je suis là, j'y suis, je vais y rester, je suis à ma place. Je ne sais pas comment répondre à ça, parce que vous, c'est parce que vous êtes de l'extérieur, mais quand on vit comme un torrent. Donc les choses arrivent ou les choses n'arrivent pas, on a des chagrins, on a des joies, on a des illusions, on a des illusions. Donc tout ça fait partie d'un énorme chaos de la vie. Après, quand on peut regarder les choses de loin, quand tout est tombé au fond du verre, mais en même temps, je continuais à jouer au théâtre parce que très jeune, j'avais été très impressionnée par cet acteur qui jouait James Bond, Sean Connery. J'avais appris qu'après avoir joué des OSS 117, 007. Ouais, 117, c'est un autre. Oui, eh bien, tous les ans, il allait à Stratford-sur-Avon pour jouer des pièces de Shakespeare. Ouais. Et ça me plaisait. Parce que je me disais, il est le roi du monde avec James Bond, mais il va jouer dans ce petit festival où il y a tous les gens passionnés de Shakespeare. Et j'ai senti que c'était vrai. Qu'un acteur, surtout moi qui avait commencé par le théâtre, que le théâtre c'était comme mon sang et qu'il fallait toujours purifier son sang et que chaque fois que vous reveniez au théâtre, ça vous purifiait, parce que vous voyez, au cinéma, tout le monde s'occupe de vous, tandis qu'au théâtre, vous êtes tout seul. Donc, dans tout ce moment où les metteurs en scène arrivaient, il y avait le théâtre et puis il y avait la vraie vie. Donc je ne savais rien de moi, mais je vivais. Alors arrive Benvenuta, un film moins connu d'André Delvaux. Et on va pouvoir Alors vous y êtes face à Vittorio Gassman. Si. Extraordinaire. Donc on va avoir une scène de rencontre entre Fanny Ardant et Vittorio Gassman. Et vous pourrez la regarder, la Fanny. Hein. Il y a un écran il y a un retour ici. Tu ne devineras jamais ce qui m'arrive. Mais c'est une lettre d'amour, ça. Je suis un homme qui porte un masque et vous me démasquez. Un homme déçu de n'avoir jamais atteint la possession absolue.
Je ne parle pas de celle du corps, mais de celle de l'âme. J'étais à Milan pour préparer notre concert. À la réception du consul de Belgique, un critique musical me cassait les pieds. C'est délicieux. Vous n'en prenez pas? Non, jamais de l'alcool, merci. Et Stravinsky disait, coupez jamais. Nous étions dos à dos depuis plusieurs minutes. Il s'était retourné sur moi, grand et effronté. Il avait quelque chose d'un officier. Non, mais vous m'avez déjà raconté cette histoire à Rome l'an dernier. Pardon, madame. Pardon, je suis désolé. J'ai pas gâché votre jolie robe, j'espère. Giuseppe, un rose pour madame. Il s'est présenté. Il m'avait entendu jouer Stravinsky à Rome pendant ma tournée en Italie. Et moi qui voulais vous dire combien j'ai aimé votre capriccio de Stravinsky avec Rai le mois passé. Bien. Vous m'envoyez très touché, monsieur. Vous êtes officier ou chirurgien, peut-être? Magistrat, madame. Oui. Comme d'autres soignent le cœur ou l'âme, je soigne les droits malades. Je lui dis que j'aime Milan. Il s'indigne, lui, si fier de son sang napolitain. Alors je lui dis que j'aime Naples aussi. Mon Dieu, que c'est bête. Il se moque de moi. Sans doute que j'aime aussi le Vésuve et le Posillipe et même Capri. Et vous êtes milanais, monsieur le magistrat? Milanais, non, non, madame. Non, je suis sans napolitain. Regardez ma main. Vous voyez? La ligne du cœur, la ligne de l'âme. Et la ligne de la mélancolie qui porte un nom qu'on ne peut prononcer sans s'attirer les pires malheurs. Mais par quel sortilège avez-vous donc, madame? Oui, j'ai beaucoup aimé André Delvaux. Et André Delvaux racontait c'était un pianiste. Et que longtemps, à Bruxelles, dans des villes de la Belgique, c'est lui qui jouait au piano sur scène en même temps pour les films muets. Et il disait, j'avais rien à jouer quand le film ennuyait. Et puis que tout d'un coup, quand il y avait des images qui le passionnaient, alors il se mettait à jouer. Et c'est là, la première fois que j'ai rencontré Gassman, que j'ai rencontré plus tard dans des films italiens. Ouais. La famille, notamment. Oui. Gassman, c'est un grand acteur de théâtre. Il disait toujours qu'il faisait du cinéma pour payer sa troupe. Il était de nature impatiente. Il s'assurait que l'actrice sache ses lignes. Il trouvait que tout était lent dans la vie. Et donc, un jour, la Confession anonyme, elle avait été écrite par une grande romancière belge qu'il avait écrite sous un faux nom, parce qu'elle racontait sa vraie passion pour un homme. Et alors lui, Gassman, vous voyez, c'était cet homme si beau et on faisait une scène d'amour, alors on était dans les draps et tout, et puis tout d'un coup on vient me présenter, donc je me lève, il y a une petite coupure, et je viens saluer Madame Lillard, qui était c'était une petite dame avec un petit manteau bleu marine, tout magnifique. Et puis elle s'est penchée vers moi, et elle regardait Gassman allongé presque tout nu sur son lit, et elle s'est penchée vers moi et elle m'a dit, mais mon amant était beaucoup plus beau que lui. Et lui, qui était un vantard, Gassman, j'avais envie de lui dire ça, mais non, je ne lui ai pas dit, mais c'est que je trouvais que tout d'un coup, le cinéma ou l'écriture, ou tout d'un coup, ce n'était plus une confession anonyme, ça avait libéré chez cette femme qu'on aurait pu croire très bourgeoise, il y avait toujours le souvenir de cette histoire d'amour magnifique. Vous incarnez d'ailleurs dans ce film une pianiste. Oui. Vous êtes presque un personnage de roman, puisque je crois que c'est Françoise Fabian qui joue le rôle de l'auteur, la vraie romancière, effectivement. Et vous jouez le rôle de cette femme qui vit cette histoire d'amour, qui est à la fois pianiste, passionnée, et qui rencontre. Pourquoi ce film-là? Comment vous choisissez ce film d'André Delvaux? Qu'est-ce qui vous donne envie de ce film-là? Comment vous choisissez vos films, d'ailleurs, à ce moment-là de votre carrière? Est-ce que vous les choisissez? Comment ça se passe? Moi, je pense que je n'ai jamais été vraiment une actrice professionnelle. C'est-à-dire que je lis un scénario comme on boit un verre d'eau quand on a soif. Il faut le lire d'une seule traite. Et que très vite, j'ai envie ou j'ai pas envie. C'est comme si... mais c'est obscur pourquoi j'ai envie de jouer cette femme.
Alors que quand j'ai pas envie, je peux très bien architecturer mon nom. Alors que d'avoir envie d'une façon irrésistible de jouer cette femme, j'ai eu envie. J'aimais beaucoup l'écriture de Delvaux, j'aimais son univers. Et je me rappelle qu'il m'avait rencontré, mais j'avais eu un très grand chagrin et j'avais pleuré pendant 2 jours. Donc j'avais l'air d'un boxeur parce que j'avais les yeux très gonflés. Et donc André Delvaux dit « Je voudrais bien vous rencontrer, est-ce que je peux venir chez vous ?» Et donc j'ai mis un bandeau noir et j'ai demandé à la femme d'à côté, ma voisine, est-ce que vous pouvez ouvrir la porte, faire asseoir ce monsieur, et moi je garderai mon bandeau noir sur les yeux. Oui, c'est very space. Hein, et là, André Delvaux, donc il y a la dame d'à côté qui a ouvert la porte. Vous ne le voyez pas alors? Non, moi j'étais assise dans un fauteuil, j'avais un bandeau noir, et André Delvaux a commencé à me raconter le film dans le noir. Et c'était magnifique. Mais après, à la fin, il a dit « Mais vous avez un problème aux yeux ?» Vous auriez pu mettre des lunettes. Non, oui, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et j'ai dit « Non, mais est-ce qu'on peut se voir dans 24 heures ?» Et j'ai dit oui. Et déjà, le côté hypnotique du récit de son scénario avait fonctionné dans le noir. C'est extraordinaire. Vous disiez tout à l'heure à propos de la femme d'à côté, il n'y a rien de ce qu'elle dit que je n'aurais pas pu dire à sa place. Est-ce que c'est la même chose avec Benvenuta? Parce que même cette scène où vous êtes allongé avec... je crois que c'est Claire Vaution qui joue à vos côtés, qui joue votre partenaire de piano. Est-ce que, même face à Gassman, comment vous intégrez les dialogues, justement? On a l'impression qu'ils sont terriblement naturel et pourtant oui, c'est très écrit. C'est très écrit et pourtant voilà, comment ça se passe? C'est difficile de raconter ça, mais je pense qu'aussi oui, ça vient toujours, c'est comme si tout était fait déjà dans la terre parce que vous avez aimé d'une façon obscure ce personnage. Tout viendra. C'est comme s'il ne fallait jamais le mettre trop consciemment avec comment vous allez jouer cette scène, comment vous allez dire cette réplique, parce qu'au fond, finalement, un tournage, il y a une alchimie très particulière. Il y a un metteur en scène qui vous parle d'une certaine façon. Et puis, par exemple, quand je disais, il y a un acteur ou une actrice, c'est la façon dont il va vous regarder, comment elle va vous écouter, qui va faire que... Bon, les lignes que vous avez apprises, elles vont sortir d'une façon différente. Et je me rappelle que je tournais un film avec Philippe Noiret et je devais dire tout un dialogue en dansant avec lui. Donc, il dit danser, parler fort parce qu'il y a la musique. Et puis, finalement, le tournage a eu du retard et on s'est retrouvés à la fin d'un mariage tous les deux seuls à une table où on boit un verre. Et tout d'un coup, tout est devenu mélancolique. Vous parliez du décor, les figurants étaient partis, l'orchestre était parti. Donc si j'avais conçu quoi que ce soit sur la façon de jouer de cette scène, ben, d'un seul coup, la réalité de... Voilà, vous allez tous les deux assis à une table et vous allez vous parler. On n'avait jamais prévu la mélancolie. Et la mélancolie était là. Et que, justement, moi j'avais beaucoup aimé ce rôle parce que j'aimais la musique, j'aimais l'idée d'être une pianiste. J'ai toujours aimé les amours passionnés. Et puis, très vite, je suis devenue très amie avec Gassman, qui était de nature, comme je vous ai dit, nerveuse, et très, très vite énervée. Et moi, la première scène, quand on a tourné, on était assis en face l'un de l'autre. C'était une scène presque finale du film, et moi, je ne le connaissais pas, j'étais très intimidée. Et puis, ça mettait beaucoup de temps à éclairer. Et moi, je lui posais des questions. Comme ça, vous savez, la conversation sans intérêt. Et tout d'un coup, il a dit, vous allez commencer à m'emmerder beaucoup. Alors j'étais tellement... bon, j'ai plus parlé. Et puis, on a tourné sur lui, on a tourné sur moi, clic-clac, tout était fini. Et puis, c'était en Italie. Donc, je suis rentrée dans ma caravane et la cantine en Italie, on vous donne des petits paniers, il cestino. Et puis, je me suis assise en disant, ça va être gai, ce tournage. Et puis, tout d'un coup,
il a tapé 3 grands coups sur la porte. J'ai dit « Entrez ». Il a ouvert la porte. Il avait son cestino. Il a dit « Je peux partager mon repas avec la plus grande casse-couille que la terre a portée. » Et du coup, on est devenus amis. Il a compris que je pouvais avoir de l'humour, que lui était aussi. Donc, ça a créé une grande amitié. Mais c'est drôle ce que dit Gassman, parce qu'il parle de casse-couille, si je puis reprendre son terme, mais j'ai l'impression qu'au contraire, vous êtes un bon soldat quand je vous écoute comme ça. Vous vous adaptez Oui. aux situations, Oui. vous vous adaptez à, bon, ça va se passer comme ça, tant pis. Oui. Je le ferai. Et puis, au fond, j'ai toujours pensé qu'un tournage, c'était comme les grandes vacances quand on était à l'école. Il ne faut pas gâcher une journée des grandes vacances, parce que très vite va revenir le pensum. Donc, le pensum, c'est la vie? non, c'est la rentrée des classes. Donc, un tournage, il y a un début, un milieu, une fin. Il faut, c'est une joie, c'est un privilège. Il peut y avoir des choses douloureuses, il peut y avoir des choses casse-pieds, mais au fond, c'est très, très éphémère. Ça ne va pas durer. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir des états d'âme ou ou des vexations. Ça va trop vite. Mais ça fait mal parfois. Oui, ou alors, moi, je n'ai pas aimé tous les acteurs et toutes les actrices. Il y a eu des... Voilà. Des quoi? Non, mais je préfère me rappeler des gens qui m'ont donné des ailes, des gens qui m'ont donné envie de danser. Parce que je pense que justement, je trouve que c'est encore plus difficile d'aimer un homme acteur. Pourquoi? Parce que je trouve que être acteur souvent réduit un homme. Parce que vous n'avez pas envie de voir un homme se repeigner ses cheveux avant de vous faire une déclaration d'amour. Vous n'avez pas envie qu'il soit trop inquiet de son image. Parce que moi, comme je vous ai dit, je ne suis pas professionnelle. Donc, si je vois un acteur qui fait tout bien avant de jouer, je ne crois plus. Donc, alors qu'un acteur qui est plus sauvage, wild, ou borcadre, ou tellement perdu dans son émotion, alors je vois en face de moi un vrai homme. Mais en fait, c'était Sacha Guitry qui disait « Un acteur, c'est un peu moins qu'un homme, une actrice, c'est un peu plus qu'une femme. » Voilà. Oui, Fanny Ardant. Et donc, dans ce film, vous êtes amoureuse, vous vivez une passion amoureuse avec Victor Hugo Gassman. Il a un peu plus de 60 ans, vous avez un peu plus de 30 ans. Il y a une différence d'âge. Et ce qui me plaît aussi chez vous, et quand on regarde votre carrière, c'est que, par exemple, aujourd'hui, enfin ce soir, les privilégiés pourront voir à Arras les jeunes amants, où le rapport d'âge est inversé. Qu'est-ce que... Sur l'âge, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, Fanny Ardant? Mais sur l'âge en général ou sur Oui, l'âge, sur l'âge. la différence d'âge Oui. dans une histoire d'amour? Je ne suis pas une experte, mais je pense que, voilà, curieusement, le sentiment amoureux ou la passion balaie tous les obstacles. Les histoires de différence d'âge, c'est les parents que ça inquiète, c'est la société que ça fait sourire ou que ça choque. Donc, tout cela, ils n'ont rien à voir avec l'histoire d'amour. Une histoire d'amour, c'est entre deux personnes et que ça regarde personne. Donc, c'est vrai que la société, il y a quelque chose de conformiste dans la société. On se marie avec des gens qui ne sont pas trop loin de vous. Donc, déjà, peut-être un homme va te quitter, mais alors si tu es encore plus vieille que cet homme, il va te quitter encore plus vite. Il y a tous ces clichés. Et personne ne peut imaginer qu'une grande histoire d'amour peut durer toute la vie. Donc, en fait, la famille et la société, c'est soi-disant pour nous protéger. Mais c'est le plus souvent pour nous couper les ailes, au lieu d'être aventurés en se disant que Sarah. Donc, en effet, moi, dans Benvenuta, cet homme est
je suis embarquée par la personnalité de cet homme, par son charisme, par tout ça. Et puis là, dans le film de Karine Tardieu, ben là aussi, c'est pas prévu. Elle veut pas faire une fin, une grande passion, une histoire. Ça arrive toujours au mauvais moment presque. C'est ce qui en fait une passion. Sinon, c'est on se marie, on a des enfants et tout va bien, Madame la Marquise. Et l'âge pour une actrice, est-ce que ça, c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi, lutté, parce j'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression que vous apprivoisez en fait les époques de votre vie, que vous les vivez pleinement. Est-ce que vous avez parce que c'est compliqué pour une actrice, l'âge, toujours, on le sait. Oui, mais moi je pense que, bon, très jeune, moi j'ai pensé à la mort, comme si tout était éphémère et que rien ne durait. Donc c'est comme si j'avais toujours flirté avec cette idée qu'il y avait une fin à tout, et que aussi, comme si, moi j'avais entendu cette phrase de De Gaulle, la vieillesse est un naufrage. Donc, ok, donc qu'est-ce que tu vas faire de ça? Au lieu d'être comme un condamné à mort qu'on tire vers la guillotine, il vaut mieux y aller, sans dire oh, gna, 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 tout ça. Donc, c'est quelque chose d'inéluctable que tu ne peux pas changer, et comme si, au contraire, il fallait que tu devances l'appel, peut-être par fierté, peut-être par honneur, pour ne pas se faire pardonner d'exister, et puis de toujours retenir les choses qui s'échappent. Moi, quand les choses s'échappent, eh ben, je lui dis, va-t'en, je ne veux pas les garder, parce que je me dis, c'est pas, il y a quelque chose qui m'indigne. Donc, oui, alors souvent, c'est surtout les journalistes américains qui disent, il y a très peu de films pour les femmes vieillissantes, mais il y en a quand même. Oui. Et que par exemple, justement, le cinéma américain, c'est très rarement une femme au centre d'une histoire, et encore plus violent pour les femmes qui vieillissent. Mais finalement, le cinéma français, il vient de cette tradition de la littérature française, où les grands romanciers ont toujours mis la femme au centre. Ouais. Et dans le cinéma français, il y a beaucoup plus de rôles pour de femmes mûres, de femmes qui assurent... Rappelez-vous la carrière monumentale de Simone Signoret. Il y avait un moment donné où on ne regardait plus qu'elle ait plus 20 ans. Il y avait quelque chose comme son âme. Vous savez, on disait à partir de 40 ans, une femme est responsable de son visage. C'était comme si, voilà, même le public, il rentre là-dedans. Il a envie de voir comme il a vu sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère, comme si, quoi, tout d'un coup, tout disparaîtrait. Il n'y aurait plus que des gens archi-jeunes. C'est comme si vous vous couperiez de toutes les histoires ou mélancoliques ou le Nevermore. Ou, tu vois, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. Je n'ai pas dit que ce n'était pas tragique, mais que c'était mieux de le vivre dans sa plénitude que de se cacher. Vous me comprenez? Oui, je vous comprends. Après cette époque-là de vos débuts, il y a une période où vous allez tourner beaucoup de films d'auteur. Et puis arrive un film qui s'appelle Pédale douce, une comédie, signé Gabrielle Agion. Et ce film vous vaut le César de la meilleure actrice. Enfin. Pourquoi vous êtes allé faire une comédie au milieu des années 90 alors que vous étiez vraiment dans le cinéma d'auteur avant? Et d'ailleurs, il va y avoir un basculement. Je ne sais pas si c'est dû au César ou si c'est dû à une envie. Vous allez aller vers un cinéma plus grand public. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Fanny Ardant? Mais ça, c'est toujours à Gabrielle Aguillon qu'il faut demander. Pourquoi moi, je trouve toujours que c'est la qualité des metteurs en scène de ne pas être conformiste. D'aller souvent chercher, justement Alain Resnais par exemple, il allait chercher Gérard Depardieu pour faire un homme en complet veston qui fait sa prière au bas de son lit, alors que c'était le type, la bête dans la jungle et tout. Donc, et lui, et Gabriel Aguillon, un jour, il dit, j'aimerais, c'est bizarre la vie, j'aimerais Eva, je pense à une fille qui s'appelle Fanny Ardant, et sa productrice dit, non, c'est une bourgeoise. Et on se rencontre dans un concert du côté de Pigalle. Et vous savez pourquoi la metteur en scène change d'avis sur moi? Parce que je portais des barésilles.
Donc elle s'est dit, une fille qui porte des barésilles Merci. n'est pas complètement bourgeoise. Surtout à Pigalle. Le César. Ce César vous fait du bien. Enfin, qu'est-ce que vous le recevez comment, justement, ce César de la meilleure actrice? Et Alors, est-ce que ça change quelque chose, Fanny Non, Ardant? ça ne change rien, mais c'est vrai que moi j'ai toujours, je l'ai déjà dit, mais que j'ai toujours un César, une Légion d'honneur, un Oscar. C'est exactement l'éphémérité et le plaisir d'une glace, un gelato. Hein. Alors, Quel parfum? chocolat. Donc c'est ça, au moment où on dit votre nom et que vous le recevez, il y a ce petit moment, ah, on m'a donc aimé, mais très vite après, ça ne compte pour rien. Ça compte pour rien. Et après, donc, Pédale douce, il y aura quand même Ridicule de Patrice Lecomte. Il y aura des films comme le Augustin, La Débandade, Le Fils du Français de Gérard Loziev. Donc, vous changez un peu de cinéma et arrive ce film que l'on va voir maintenant, dont on va voir un extrait avec vous. 8 femmes de François Ozon. Extrait de 8 femmes. Quel plaisir pour Ouais. nous, quel plaisir pour vous. Très Fanny. amusant, Ah ouais. très. Honnêtement, je me souviens de François Ozon, il savait exactement tout ce qu'il voulait, la façon dont on était habillés, les chansons, tout avait été très... Et donc c'était agréable parce qu'on était comme des archétypes. Et que, en même temps, moi je me rappelle, j'étais arrivée un peu après le début du film, et que mon premier plan, c'était, j'ouvrais la porte et je tombais sur les 7 femmes. Et en fait, je n'avais tourné avec aucune des 7 actrices. Oui. Et après, j'ai tourné avec Emmanuel Béard. Enfin, petit à petit, j'ai tourné avec d'autres. Donc c'était amusant. C'était Oui, comme... pourtant, on est en 2002 et vous n'avez tourné avec aucune d'entre elles. Non. Ouais. Quel rapport vous avez d'ailleurs, et vous avez entre actrices avec Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, Emmanuel Béard par exemple, pour ne citer qu'elle. Alors, moi, je n'ai pas d'amis dans la vie. Non, mais je ne rencontre pas les acteurs et les actrices, ou très peu, en dehors du tournage. Ouais. Donc, au fond, ce qui compte pour moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que quand on a dit action, l'actrice que j'ai en face de moi, je vois sa vérité, sa chaleur, voilà, l'équipe pétille, ou au contraire, il n'y a que ça qui compte. Une forme de complicité. Parce que, voilà, aussi, on vous invite à danser. Je me rappelle qu'avec Catherine, quand on s'est embrassés, moi, je me rappelle que je lui avais dit « Je suis une fausse maigre ». Parce que j'étais sur elle, donc je m'excusais d'avoir mon poids. Donc et donc, on avait ri. C'était comme si, entre les femmes aussi, on pouvait aller, c'est pas si grave. Il y avait une sororité? Oui, parce qu'au fond, l'intelligence de François Ozon, c'est d'avoir fait comme dans la guerre froide. C'est-à-dire que tout le monde était à la même enseigne. Les loges étaient les mêmes. Voilà. Et ça, je trouve très intelligent. Donc, il n'y a pas de gnangnan truc, ah ben ça, pourquoi elle plus. Donc, c'était comme si on était à l'armée. Chacun avait son truc, et que vous y alliez par affinité. Et j'étais très contente de tourner avec Catherine, parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de tourner avec elle. En fait, on pense toujours au couple homme-femme, et souvent 2 femmes, c'est intéressant, parce que c'est des complémentarités ou des oppositions. Parce que moi, j'aime beaucoup les femmes qui ont une autre vision que moi de la vie. J'aime l'idée de ne pas être d'accord avec une femme qui ne fait pas partie du tout des mêmes choses que moi, mais c'est enrichissant, c'est comme une dialectique, parce que tu vois quelqu'un comme toi, mais différente. Dans le jeu, qu'est-ce que vous attendez de votre partenaire?
qui me fassent oublier la caméra. C'est possible? Ben, certains, oui. Ils vous font oublier la caméra, alors d'un seul coup, on n'a plus peur, on peut jouer, on peut tout dire même. Parce qu'il y a aussi oublier la caméra, mais il y a toujours derrière la caméra le deus ex machina qui est le metteur en scène. Donc le metteur en scène, moi je trouve que de se laisser aller, qu'il y aura toujours un metteur en scène qui vous dira non, plus comme si. Ouais, moi, les bons metteurs en scène, en fait, je les compare à des jardiniers. C'est comme s'ils laissent pousser la plante, et puis où il la coupe, et qu'en fait, moi je trouve toujours que tout a été dit, tout a été fait dans le monde, et que c'est les détails qui changent. Donc quand vous rentrez dans un nouveau tournage, ou sur une nouvelle pièce de théâtre, ça va être la vision qu'a ce metteur en scène de ça. Donc c'est très agréable de rentrer dans la vision d'un metteur en scène. Parce que si on s'oppose au metteur en scène, ça veut dire que moi je suis de nature obsessionnelle. Donc je ferai toujours la même chose. Vous voyez? Alors que s'il y a monsieur un tel ou madame un tel ou mademoiselle un tel qui me dit quelque chose, ben, je ne l'avais pas prévu et c'est comme s'il tournait le kaléidoscope d'une façon où moi-même je serais différente. Mais qu'un acteur avec qui vous vous sentez bien, voilà, c'est un plaisir, donc il vous emmène. Il n'y a plus de travail. Avant d'en venir à vous, Fanny Ardant, réalisatrice, metteur en scène, j'ai l'impression, en vous entendant, que vous êtes prête à oublier la caméra, peut-être que vous cherchez même à l'oublier, à oublier de jouer aussi, c'est-à-dire que vous vivez ce qui se passe devant la caméra. Oui. Oui, sinon, à quoi bon? Je pense qu'à chaque fois que vous m'avez posé aussi la question, je pense que d'être trop conscient de soi-même limite les ailes. Parce qu'on pourrait... souvent, moi, je pensais toujours qu'être acteur, ça fait partie des artisanats. C'est 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Voilà, un peu comme un type qui fait un fauteuil avant qu'il ait fait bien l'arrondi du fauteuil ou le ferronnier. Vous voyez, dans le sens artisanal, je veux dire. Mais que si vous êtes conscient de votre image ou qu'il y a des choses que vous voulez absolument faire parvenir, eh bien, vous vous trompez. Parce que c'est tout ce que vous ne saviez pas de vous qui peut-être est le plus riche. Tout ce que quelqu'un d'autre a fait éclore de vous qui est le plus riche. Parce que je pense qu'on est tous obsessionnels. Alors que quelqu'un qui vous pousse dans vos retranchements... C'est pour ça qu'il y a des différentes façons. Il y a ceux qui veulent absolument tout voir sur le combo et qui vont rectifier quelque chose dans la coiffure. Et je trouve le combo, c'est la caméra, enfin, c'est l'écran de contrôle. Hein. Oui, voilà, sur lequel le metteur en scène et les acteurs ou les techniciens peuvent, après les prises, peuvent venir vérifier ce qui ne va pas. Et au fond, je pense que le mélange... Vous ne le faites pas, ça? Non. Et je pense que le mélange de ce qui ne va pas et de ce qui va est énigmatique. Et que la vie a toujours plus d'imagination que vous. Que tout d'un coup, ce mélange de... Vous savez, un peu, c'est comme dans la cuisine. Vous savez, on m'avait raconté que la tarte tatin, elle était tombée par terre. Et au lieu de dire « Ah, mamma mia, cosa faccio ?» Donc, un désastre était arrivé. Alors là, c'est vraiment l'exemple le plus fort, mais que pour le... Parce que vous voyez, moi, par exemple, je viens du théâtre. Et le théâtre... Le seul petit moment de soulagement, c'est les applaudissements qui durent un petit moment. Et déjà, vous pensez à tout, comme vous savez, comme un artisan qui dit tout ce qui, tu sais, comme vous avez repéré tout ce qui ne marchait pas. Donc, demain, bien sûr, quand on me dit oui, mais le théâtre, vous recommencez tous les jours la même chose, mais c'est pas vrai. C'est des virages que vous prenez mieux, ou c'est un tempo que vous avez. Donc, pour moi, le cinéma, au fond, moins vous vous regardez, et mieux c'est. Et vous vous préparez avant ou pas? Pas tant que ça. Parce que, par exemple, souvent, j'ai rencontré des metteurs en scène qui me disaient « Il faudrait que vous connaissiez l'acteur avant de jouer. » Je me rappelle, j'ai fait un film de Costa Gavras avec Johnny Hallyday. Oui. Ouais. Et il avait très peur qu'on ne s'entende pas, Johnny Hallyday et moi, parce qu'on arrivait trop d'horizons différents. Ouais. Alors, on a fait une vague rencontre dans un café, mais ça ne servait à rien, parce qu'on est resté comme mutique.
Parce que qu'est-ce que vous voulez dire? Et puis tout d'un coup, le jour du tournage, parce que c'est magnifique un tournage. Vous n'avez pas à vous excuser d'exister. Vous n'avez pas à prouver quoi que ce soit. Enfin, voilà, je ne sais pas comment expliquer tout le côté mondain, ou vous savez, la petite conversation qui ne sert à rien. On est immédiatement plongé au cœur du truc. Alors, évidemment que dans la conversation, j'étais timide avec Johnny Hallyday, et que lui, curieusement, il était très timide par la caméra. Et moi, je lui disais, mais tu as joué devant des stades de 20 000 personnes. Ouais. Donc on a chacun, nous, des faiblesses, des fêlures, des trucs que je trouve intéressants d'amalgamer à tout ça. Il y a un autre acteur aussi qui prépare pas toujours, ou se prépare pas toujours, c'est Daniel Auteuil. Et on va vous retrouver dans une scène que j'adore, d'un film que j'aime beaucoup aussi, La Belle Époque de Nicolas De Vos. Donc, Fanny Ardant face à Daniel Auteuil pour l'histoire, parce que c'est vrai que je n'ai pas présenté à chaque fois les extraits, mais là, donc, Daniel Auteuil cherche à revivre, grâce à une organisation, son premier amour et sa rencontre avec la femme de sa vie, qui est en l'occurrence Fanny Ardant. Et à un moment donné dans le film, Fanny Ardant se retrouve face à lui et ça donne cette scène. Ouais, voilà. Toute belle scène. Oui. J'ai rêvé de tourner avec Daniel Auteuil. J'adore cet acteur, donc c'était bien. Ah ouais. Je me rappelle que, justement, au début du rôle, elle est méchante avec lui. Oui. Et Nicolas Bedos me disait toujours, mais plus dur, Fanny, plus dur. Parce que j'avais beaucoup de mal à être méchante avec Daniel Auteuil. C'est difficile d'être méchant avec Daniel Auteuil. Vous recevez le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour ce film. Là encore, c'est juste une gelato, une glace. Un altro gelato, Un sì. altro gelato, d'accord. Ça fait du bien quand même. Hein. Oui, ah oui, oui. Ah oui, d'accord. Là aussi, pas de préparation. Une scène comme celle-là, vous arrivez et vous la tournez parce qu'elle est forte, cette scène. Elle dit beaucoup de choses. On a encore l'impression, une fois que vous vivez intensément la scène, comment... excusez-moi, je vous pose peut-être trop cette question-là, mais c'est vrai que c'est assez fascinant. Je pense qu'elle est très bien écrite et que c'est comme si tout d'un coup, la sincérité devant quelqu'un que vous aimez, c'est comme si le barrage va craquer. Que souvent, dans cette scène, il y a comme si elle avait toujours prétendu qu'elle était très à la page, qu'elle ne supportait pas les gens mous, qui se résignaient, mais au fond, elle mourait à petit feu du fait que son mari ne l'aimait plus ou ne me l'aimait plus comme avant. Non, c'est cette femme, c'est une grande romantique. Et que, voilà, vous voyez comme le barrage de Fréjus qui va craquer. Elle va craquer, mais elle se tient quand même. Ouais. On contrôle. On va passer maintenant à Fanny Ardant, réalisatrice. Fanny Ardant, pourquoi vous devenez réalisatrice à un moment donné? Je crois qu'on est en 2009. Hein. Qu'est-ce qui est en vous qui vous dit, tiens, il faut que je raconte mes histoires et il faut que je les filme? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mais en fait, moi, depuis tout le temps, j'avais écrit, parce que comme je vous disais, j'ai toujours fait du théâtre. Et le théâtre, il y a toujours cet après-midi, un peu comme ça, où on ne sait pas quoi faire, parce qu'on ne peut rien entreprendre, parce qu'il y a ce truc au bout de la journée où il y aura cette scène. Et donc, j'ai toujours écrit quand je jouais au théâtre, les longues après-midi. Et puis des histoires un peu bizarres. Et juste au jour où j'avais écrit cette histoire plus comestible et que je l'avais proposée comme producteur à Tony Gatliff, parce que j'avais tourné un film avec lui et que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Et il m'a dit oui. Et donc c'était comme si, vous savez, comme on est dans la cour de récréation, on dit toi tu ferais le voleur et moi je ferais le gendarme. Ça a commencé comme ça. C'est que souvent, on m'a demandé, vous avez commencé à faire des films parce que vous n'aimiez pas être actrice, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. On fait pas les choses contre, on fait les choses pour. Et donc, il y avait ça qui s'allumait,
Et finalement, Tony Gatliff n'a pas pu le produire. Et donc, j'ai rencontré Paolo Branco. Et il est parti dans l'aventure. Et voilà. Et que, en fait, moi, je dis toujours, je reste essentiellement une actrice. Parce que je ne serai plus une actrice quand la passion de jouer aura disparu. Mais tant qu'elle est intacte, j'aime beaucoup être actrice. Donc, faire des films, ce n'est pas un pis-aller. C'est comme ça, parce qu'entre deux trucs. Et en même temps, je n'ai jamais voulu faire partie de l'industrie cinématographique. Je fais des films un peu comme des objets, vous voyez. Ça ne se rattache à rien. Ce n'est pas dans une école ou un courant. Voilà. C'est vrai que j'étais très surpris en découvrant Cendressant. Enthousiasmé aussi par votre choix de comédienne, Ronnie Telkabetz, la regrettée Ronnie Telkabetz, qui est incroyable dans ce film. On va regarder la bande-annonce de Cendressant parce que je me rends compte que le temps passe, l'heure tourne, effectivement, Fanny. Souvent la nuit, je rêvais de cette maison. Tu ne veux pas qu'on y aille? Non, Pourquoi? je n'ai plus de famille. On y va. Je suis votre oncle Anton. Vous vous souvenez de moi? Tu ne voulais plus revenir ici, n'est-ce pas? J'aimais votre père dès que je l'ai vu. J'étais prête à payer le prix, être avec lui. Qu'est-ce qu'ils savent? Rien, je veux les protéger. Quelle folie. Pourquoi? Il y a un danger. Jamais précis, toujours présent. Votre père est mort à cause de votre mère. Ton père a payé pour ça. Oui, et pour eux, je suis qui, moi? Mon fils! Ici, tout est différent. Vous croyez ni plus fort, ni plus intelligent. Elle est forte, ta mère. Elle réagit comme un homme. Ce sont des assassins. Qui est-ce? Toi, tu sais même pas où tu mets les pieds. Arrêtez! Si tu commences avec la violence, tu devras l'utiliser jusqu'au bout. Oui, j'avais adoré Ronnie Telkabetz. Ah oui. Tout de suite, j'ai aimé cette femme. Ouais. Et ça a été une aventure parce que je l'ai tournée en Roumanie. Vous savez, à la frontière entre la Hongrie et la Roumanie, où les chants, rien n'avait changé depuis presque le 19e siècle. Et ça a été une aventure où aussi les acteurs roumains. Donc tout m'a plu. Et j'ai vécu cette période où aussi 5 semaines j'avais eu, donc court. Ah oui, 5 semaines de tournage seulement? Oui. Ah oui. Oui, parce que j'ai toujours fait des films, toujours avec des tout petits budgets, parce que je savais d'une façon inconsciente qu'ils ne marcheraient jamais. Donc je me disais, on ne va pas mettre à genoux un pauvre producteur. Donc c'était plutôt un bon compromis. Ouais. Il n'avait pas vendu sa maison et voilà, le film existait. C'est plein de bruit de fureur, Cendressant, c'est plein de violence, c'est la famille, ça crie, ça s'assassine, il y a des bêtes, il y a des animaux, il y a des chevaux, il y a des loups. C'est un film qui vous ressemble, d'où sort tout ça, Fanny Ardant? Oui, souvent on m'a demandé, mais pourquoi vous n'avez pas écrit votre histoire? Mais finalement, en racontant cette histoire, je disais beaucoup plus de choses de moi que si j'avais raconté ma vie. Mais après, je ne vous expliquerai pas pourquoi. mais je commence à entrevoir certaines choses. Ronnie Telkabetz et des comédiens et des comédiennes, vous disiez des comédiens roumains d'ailleurs, qu'il y en a un qui va vous suivre comme ça, oui. de film en film. Hein, oui. Le jeune, je ne sais plus son nom. Il s'appelle Tudor Istodor. Voilà, Istodor. Exactement. Mais moi, je me rappelle, il y avait un acteur qui s'appelait Abraham, et lui, il s'appelait Tudor Istodor Aaron. Et à un moment, ils étaient tout en haut d'une colline, et moi, j'avais un porte-voix. Et j'ai pu dire une fois dans ma vie, Abraham, Aaron, action! Cécile B2000 Ardant.
Comment vous les dirigez? Vous attendez quoi de vos comédiens, justement? Qu'est-ce que vous leur avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit à Ronit? J'ai découvert que je ne savais pas parler aux acteurs. En fait, parce que j'avais envie de leur parler comme moi, j'ai envie qu'on me parle. Et que je n'ai pas envie qu'on m'en dise trop. Je ne veux pas qu'on me martèle la tête. Tu vois, parce que je dis, finalement, il n'y a plus rien à faire. Donc, je pensais toujours que tout était clair dans mon scénario. Mais en fait, non. Et qu'après, voilà. Mais par exemple, un acteur comme celui qui s'appelait Aaron, Tudor Istodor, c'était comme une sorte de Stradivarius. Et souvent, je disais au chef opérateur, on va faire un plan sur lui. Il me disait, mais on vient de le faire. Mais je dis, ça fait rien, on va en refaire un autre. Mais parce qu'il y a des acteurs qui vous enchantent, et puis d'autres, on se dit, je me suis trompée. Et moi, ce que j'aimais dans Ronit, c'était qu'elle avait quelque chose d'intense, et qu'elle avait une forme de folie. Mais en même temps, à un moment, je lui ai dit, elle devait siffler dans une scène, et tout d'un coup, elle me dit à la dernière minute, je ne sais pas siffler. Je trouvais ça insensé, quelqu'un qui ne sait pas siffler. Vous lui avez appris? Oui, mais non, il n'y a eu rien à faire. Donc, elle fait avec la bouche. Et bien, moi, c'est moi qui derrière. Et d'ailleurs, c'est vous la voix aussi d'Asia Argento dans Cadence obstinée. Oui. On en regarde tout de suite quelques images parce qu'ensuite, j'aimerais bien que l'audience puisse vous poser également des questions. Fanny, on regarde donc un extrait de Cadence obstinée. C'est votre deuxième long métrage. C'est avec notamment Asia Argento, autre brune farouche. Oui. Mais non, mais bon, on peut pas. Oui. Ouais, alors lundi, c'est tout. Au revoir. C'est comme ça et pas autrement. Ok, ça marche. Oui. Tout à l'heure. Non, ne n'y touche pas. André est condamné jusqu'à la fin des travaux. Ça y est? T'as fini? On va se promener? Non, j'ai encore des fournisseurs à appeler. Ça peut attendre un jour. C'est un hôtel du siècle. Faut toujours que tu méprises ce que je fais. Mais non. Tu prends tout mal. Pourquoi on rit plus jamais? Oh, t'as vu l'heure? J'avais d'autres choses à faire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi avant je t'énervais pas? Avant quoi? Tu me pas à me regarder. Tu m'écoutes sans me répondre. Tu ne penses qu'à ton travail. Et toi, tu ne fais rien pour m'aider. Mais si. Je t'attends toute la journée dans ce tombeau. Mais c'est toi qui as décidé de venir ici. Je t'avais dit de rester à la maison. J'ai voulu te suivre parce que je croyais que quelque chose allait changer. Tu sais ce que j'ai sur les épaules. Ne sais pas jamais rien. Sors! Vois des amis! Fais quelque chose, occupe-toi! Je m'en fous de m'occuper. J'étouffe. Je veux vivre. Ils sont beaux, vos acteurs, vos comédiennes, vous les filmez avec soin. Oui. Vous êtes attentive à ça, leurs costumes aussi, une stylisation, oui. Les plans, les décors, tout est... Oui, exactement, c'est le mot, stylisé. Oui. Ça m'est égal l'époque. C'est comme si je racontais une histoire où ça pourrait être à n'importe quelle époque. Et que, au fond, moi j'aime beaucoup de filmer les visages comme des paysages. Et que je trouve que quand un acteur est laid ou une actrice est laide, c'est la faute du metteur en scène. Parce que l'éclairage peut ou vous rendre laid ou vous magnifier. C'est toujours mieux de magnifier les visages. Parce que c'est à travers les visages que passent toutes les émotions, comme à travers un paysage où on peut voir tellement de choses. Donc j'aime beaucoup les acteurs pour ce qui s'exprime dans leurs yeux et leurs visages. Donc il faut les filmer bien. Vous aimez ça, ce pouvoir du réalisateur de créer son monde,
Ça vous va d'être... Oui. Oui. Oui, j'aime beaucoup le passage de l'écriture aussi, ex nihilo, de pouvoir tout inventer, tout... Bon, alors après, je sais que souvent je suis incompréhensible, mais oui, j'aime bien recréer un petit monde. En fait, je n'ai pas de message à faire passer. C'est pour ça que je vous parle d'un objet. Après, des personnes peuvent se retrouver, etc. Et que comme j'ai toujours fait des films dans l'urgence, parce que pas de temps, pas d'argent, pas de moyens, donc il y avait quelque chose comme dans l'essentiel, toujours aller à l'essentiel. Je n'avais pas le temps pour autre chose. Vous êtes très directive, vous disiez tout à l'heure que vous demandiez à votre chef opérateur de refaire un plan. Et... Oui. Ouais. Vous êtes un dictateur, comme Staline, qui va clore ce... Oui. Ah oui. Ouais. Vous êtes une réalisatrice stalinienne, Fanny Ardant. Non, parce que je suis de nature nerveuse. Donc, j'ai envie que ça aille vite, que les choses se fassent. Je n'ai pas de patience, c'est vrai. Mais peut-être qu'à chaque film, je me suis amendée. Je suis devenue plus douce. Voilà. Vous aimez bien toutes les procédures du cinéma, la technique, la lumière, le son Oui. Ouais. Je pense qu'après, c'est vrai qu'il y a le tournage qui est l'essentiel. Bon, il y a le scénario qui est le nerf de la guerre, et puis après, il y a le tournage, il y a les images. Mais qu'après, quand on s'aperçoit des mouvements fluides de la caméra, toute la technique est très, très importante au cinéma, alors qu'elle n'est pas importante au théâtre. C'est-à-dire qu'au cinéma, la musique, la lumière, tout est information. Donc, je trouve qu'il faut le soigner, tout ça. Alors vous le soignez parfaitement bien dans votre dernier long métrage à ce jour en tant que réalisatrice. Vous y retrouvez donc Gérard Depardieu en Staline, face à Emmanuel Seigné, donc sur un divan, dans une datcha où se retrouve Staline. On va en regarder un extrait. Tu sais où elle était prise, cette photo? Chez Freud. Oui, à Londres. C'est là que les pervers bourgeois s'allongeaient pour débiter leur foutaise névrotique. Staline dort sur le divan du charlatan. Qu'est-ce que tu en dis? J'en connais à qui ça plairait d'apprendre ça. Merci. Ça fait combien de temps? 30 ans? Nous deux 27 ans. La première fois qu'on s'est rencontrés, août 1923. Tant d'années. Regarde ce que je suis devenu. Et toi, tu n'as pas changé. Tu n'as pas perdu ta nacre, ma Lidiouchka. Quand tu fais le flagorneur avec une femme, c'est que tu as quelque chose à demander. Dès que j'ai vu cette photo, j'ai pensé au divan de ce bureau et à toi. On va jouer au jeu du Viennois, toi et moi. Moi sur le divan, et toi dans ce fauteuil-là. Moi, je me souviens de mes rêves et toi, tu fais le charlatan. D'accord? Ça ne t'amuse pas de jouer à Monsieur Freud? Pourquoi tu veux jouer à ça? Qu'est-ce que tu cherches à savoir de toi? Je veux savoir comment ça marche. Comment il s'y est pris pour leur extorquer leurs secrets. Ça te fait peur? Quoi? D'entendre mes rêves? Les rêves des autres ne me font pas peur. Bien dit.
Alors, c'est vrai qu'il nous reste très très peu de temps, là. Toujours aussi fascinant, Gérard Depardieu. Vous le retrouvez, il vous a accompagné de nombreuses fois. En Staline, là, il est incroyable. Moi, j'ai revu le film, là. En fait, ce que je voulais, c'est pas tellement raconter Staline, parce que je pense que Staline, c'est dans la mémoire collective, c'est un des hommes qui a fait le plus peur. Donc en fait, c'était plus la peur que je voulais filmer. Qu'est-ce qu'on devient face à la peur? Et que si on veut savoir quoi que ce soit sur Staline, il y a tous les documents. Donc c'était On pas. peut avoir peur de Gérard Depardieu aussi. Non. Pas vous? Non. Non, mais non. Je pense que c'est justement, il ne faut pas avoir peur, parce que c'est à partir de ce moment-là que le mur se dresse. Non. Quel plaisir. Vous avez, c'est la deuxième fois que vous le dirigiez. Il était déjà là oui. en prêtre dans ce... Parce que c'est un des grands acteurs de notre génération, un des plus grands acteurs qui soit. Donc, à chaque fois, je viens le voir et je lui dis, j'ai envie de toi, mais je n'ai pas besoin de toi. Parce qu'un acteur peut croire qu'on lui demande pour le box-office et tout. Et lui, il a quand même ce côté aventureux. Donc, il rentre là-dedans. Et je me rappelle que pour Cendressant, je lui avais déjà demandé, j'ai dit, tu montes à cheval? Il m'avait dit, oui, mais à condition que tu tiennes la queue du cheval. Ah ben, je dis, ah non. Il s'est laissé diriger facilement, là. Il vous écoute? Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai été sur des tournages avec Gérard. Et en fait, Gérard, j'aime bien parce qu'il a un côté enfantin. Quelquefois, il fait quelque chose de pas bien, juste pour voir si on a vu le grand acteur et qu'on va lui dire bravo alors qu'il a fait n'importe quoi. Ouais. C'est comme les enfants. Et moi, ça me plaît beaucoup. Et donc, il y a eu des moments où je disais non, on va la refaire. Et donc, là, il y avait comme une sorte de jeu de pouvoir. Et il me disait, mais pourquoi la refaire? Et alors, il disait, quoi, tu crois que tu peux la jouer mieux que moi? Je disais, bien sûr. Donc, il y avait aussi ce plaisir de diriger un grand acteur et de savoir exactement que quand vous alliez lui dire de refaire cette scène, sans lui dire pourquoi, quand il la referait, il serait génial. Donc, comme si vous aviez côté, je vais tester cette fille pour savoir si elle prend tout pour de l'argent comptant ou pas. Et en effet, quand on dit, allez, on n'a pas beaucoup de temps, refais-la, bon sang. Et puis, il la faisait, et c'était magnifique. Et je disais, ouais, c'est ça. Ouais. C'était sportif, alors? Oui. Mais enfin, vous savez bien que ce qui est intéressant, c'est le combat, la lutte. Oui, Fanny. Voilà, il est 16h14. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que les unes, les autres, vous avez des questions à poser? Ah oui, alors il y a plein de bras. J'ai bien fait de clore. Voilà, je vous en prie. Bonjour, Fanny Ardant. Je ne sais pas si on m'entend. Il faut parler fort. Je vais essayer de parler fort. Voilà, je crois qu'on m'entend mieux. Et pardon, parce que je perds un peu mes moyens de m'adresser à Fanny Ardant, donc voilà. J'ai deux petites questions, je vais faire court, je sais que le temps nous est compté. J'ai une question un peu sournoise qui est d'abord, j'ai apporté avec moi une jolie affiche, je collectionne les affiches de François Truffaut, et j'ai une jolie affiche avec Barbara, la secrétaire de Julien dans Vivement Dimanche, et donc est-ce que Fanny Ardant, est-ce que vous accepteriez de me la signer? Voilà ma question un peu sournoise, puisque oui. Je vous prends au dépourvu devant tout le monde. Pardon. J'accepterai de vous la signer. Merci beaucoup. Et une question plus sérieuse. Vous avez parlé plusieurs fois d'un tournage comme une aventure. Et j'aime bien cette phrase dans La Nuit américaine, justement, où Ferrand dit un tournage, c'est comme le trajet d'une diligence au Far West. D'abord, on espère faire un beau voyage, et puis, en fin de compte, on espère simplement arriver à destination. Et donc, est-ce que vous, dans vos films, en tant qu'actrice ou réalisatrice, est-ce que vous avez une destination? Et est-ce que vous avez l'impression parfois d'y être arrivé, justement? Voilà. Merci beaucoup. En fait, d'y être arrivé, on n'a jamais l'impression d'être arrivé quoi que ce soit, où que ce soit. Mais par contre, un tournage pour une actrice ou pour un metteur en scène, il y a un nombre X de semaines, un nombre X de jours, avec un programme très bien établi, avec des décors établis, des jours de tournage. Donc, c'est quand on dit arriver au bout de ça, c'est déjà comme un challenge.
que tout se soit passé, qu'il n'y ait pas eu d'accident, qu'il n'y ait pas eu d'arrêt, qu'il n'y ait pas eu de maladie. Vous voyez tout ce qui peut arriver pendant un temps défini entre un milieu et une fin. Donc, arrivé au bout, il y a comme « Ah, merci mon Dieu !» Il y a quelque chose, voilà. À partir de cela commence le montage et tout cette longue, encore ce long travail. Mais moi aussi, par exemple, en tant qu'actrice, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je gâche jamais un moment de plaisir absolu d'être sur ce tournage, avec ce rôle-là, avec ces acteurs-là, avec ce metteur en scène-là, parce que finalement, quand arrive le dernier jour, j'ai une mélancolie incroyable, parce que je me dis, je ne reverrai plus toutes ces personnes dans cette équation-là, avec cette magie-là. Quelque chose a été, mais ne sera plus jamais. Bonjour. Bonjour. Donc récemment, il y a eu le film ADN de Mai Wen, avec cette scène où vous êtes toutes les deux, qui m'a beaucoup touchée. J'avais eu l'occasion de vous le dire. Et donc, après avoir écouté quelques interviews, donc Mai Wen dit que cette scène n'était pas du tout prévue au scénario, qu'elle a été tournée à l'arrache, sans autorisation, dans une rue derrière. Et donc, ma question... Et en plus, Mai Wen, apparemment, écrit très peu ses dialogues. Elle écrit ses scènes, elle sait exactement ce qu'elle veut, mais pas mot pour mot. Et donc, moi, je me demandais, en tant que réalisatrice, est-ce que vos mots sont importants dans les dialogues? Et en tant qu'actrice, qu'est-ce que vous préférez? Avoir vraiment un texte mot pour mot ou vraiment avoir le chant devant vous? Je me souviens que quand Mai Wen m'a téléphoné et elle m'a dit, voilà, ce sera un film complètement improvisé, je lui ai dit, mais je déteste l'improvisation. J'aime pas du tout, on pousse les gens à être à leur extrémité de leurs émotions, ça m'exaspère. Bon, alors elle me disait, mais je comprends pas. Alors je me rappelle que je lui disais, mais qu'est-ce que vous comprenez pas dans la phrase que je vous dis? Et puis finalement, j'ai dit, écoutez, je vais faire votre film, à vos risques et périls. Et que finalement, tout a été... Mais parce qu'en effet, elle l'avait écrit de telle façon j'étais mise en demeure de dire ça. Parce que je savais que moi, je jouais sa mère. Elle m'avait dit que dans la vraie vie, elle avait des rapports passionnels et agressifs avec sa mère. Donc, quelques couleurs, elle-même, ce qu'elle dégageait devant moi, a fait que ce n'était pas difficile de pouvoir parler d'une façon prosaïque, violente, agressive, du tac au tac. Parce que je me rappelle qu'à un moment donné, je ne sais même pas si cette scène a été gardée, mais elle me disait... et moi, je pouvais lui dire, mais tu te prends pour qui? Et je ne savais plus si c'était Fanny qui parlait à Mai Wen ou si c'était la mère qui parlait à sa fille. Donc c'était bien. Donc, tu vois, et par contre, donc, je préfère des films écrits. Et moi, quand j'écris un scénario, je préfère aussi écrit. Donc, cette incursion dans le cinéma de Mai Wen avait été, voilà, une première fois. Mais je crois que c'est dû au talent de Mai Wen, parce qu'elle sait exactement ce qu'elle veut. Elle a un caractère comme ça fort, et que moi, ça ne me fait pas peur du tout. Parce que je dis quoi? On ne va pas se battre. On va finir au poste de police, mais on va se battre si tu le veux. Donc, voilà, elle portait en elle le fait qu'elle pouvait porter sur ses épaules un film improvisé. Une autre question? Monsieur, là. Ah oui. On vous apporte le micro, monsieur. Ah, au théâtre, vous avez dit que... Ah ben voilà, je vais parler moins fort. Alors, au théâtre, vous avez dit que quand le rideau s'ouvre et qu'on est sur la scène, on est tout seul. Vous avez dit que quand on tourne une séquence, il y a la caméra et il y a le metteur en scène. Maintenant que vous avez pratiqué, je vais dire, les trois, est-ce qu'il y a une différence entre un comédien et un acteur? Ces mots sont-ils synonymes? Vous voulez dire, par exemple, on parle des comédiens quand ils sont au théâtre et les acteurs quand ils sont au cinéma? Alors moi, je pense que... En fait, j'ai toujours pensé que ce qui changeait, c'est le spectateur. Un spectateur n'est pas le même quand il va au théâtre que quand il va au cinéma. Mais par contre, l'acteur, sur scène ou sur l'écran, que le rideau s'ouvre tout d'un coup et qu'il soit là, ou qu'on dise action et qu'il soit là,
au fond, le moteur, le vrai moteur, c'est le même. Et c'est pour ça que je pense que souvent le théâtre et le cinéma nourrissent l'un l'autre. Alors on pourrait dire nourrit et l'acteur et le comédien. Parce que par exemple, au théâtre, vous ne pouvez pas recommencer une prise. Eh bien, moi je trouve que quand on est au théâtre, il ne faut jamais penser qu'on peut recommencer une prise. Et par contre, quand on est au théâtre, il ne faut jamais tricher. Même si le spectateur sera à je ne sais combien de rangs derrière, je pense qu'il faut jouer au théâtre de la même façon qu'on joue quand on est en gros plan, en close-up. Parce qu'au fond, quand la caméra vient vous prendre très près, il y a quelque chose dans votre voix, il y a quelque chose dans votre corps qui fait que c'est la même chose sur le théâtre. Et donc, acteur, comédien, vous voyez, c'est cette chose du... Voilà. D'être sur ces starting blocks, et au moment où on dit « vas-y », on est pareil. Une dernière question. Peut-être deux dernières questions, suivant les réponses. Bonjour. Je voulais tout simplement vous demander quel conseil pourriez-vous donner à une jeune fille qui rêverait de cinéma, de rôle et d'interprétation, et de tout simplement donner des frissons et de pouvoir exprimer toutes les émotions qu'elle souhaite. Voilà, c'est ma question. Moi, je dirais qu'il faut aller dans ce qui vous attend avec la certitude des fous, de marcher, de vous avancer, que rien ne vous arrête, ni les échecs, ni les mauvaises langues qui disent il serait temps d'avoir une certitude, quoi qu'il arrive, et d'aimer ce métier pour les vraies raisons, de l'aimer avec une passion folle, pas pour la gloire, pas pour l'argent, pas pour la renommée, de l'aimer pour des raisons qui n'appartiennent qu'à vous, comme vous avez dit, les émotions, les sensations, les vibrations, tout ce qui fait que ça intensifie la vie, mais qu'il faut y aller en étant prête à payer le prix fort. Parce qu'en fait, il ne faut pas faire ce métier pour des fausses raisons. Il faut les faire parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Et surtout, pas entendre, écoute, il serait temps que tu te maries, que tu aies un travail stable. Et voilà, comme les fous qui marchent et qui sont traités comme des fous. Voilà. Il y avait une question là-haut, je crois, oui. Oui, alors d'abord, j'ai un aveu à vous faire. Ma fille aînée s'appelle Fanny, c'est grâce à vous, parce que je vous ai découverte dans Les Dames de la Côte et ensuite dans les films de François Truffaut. Et à propos de François Truffaut et de La Nuit américaine, est-ce que pour vous, le cinéma, c'est plus beau que la vie, c'est mieux que la vie? Ce qu'il y a de beau dans le cinéma, c'est ce que disait justement François Truffaut, les trains filent dans la nuit, tout est lisse. Moi, ce que j'aime mais c'est peut-être pour ça que j'aime tant la littérature ou le cinéma ou le théâtre, c'est que tout d'un coup, c'est un condensé de la vie. C'est la vie dans ce qu'il a de plus fort, mais peut-être de plus tragique, de plus drôle, de plus douloureux, de plus joyeux. Donc c'est vrai que moi, j'aimerais toujours aller au cinéma. J'aimerais toujours ouvrir un livre. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui fait que un livre ou un film, pendant 1h30 ou pendant un mois que vous le lisez, vous rend plus intelligent, plus, vous savez, plus comme les chiens dans la forêt. Parce que à cause du grand metteur en scène, à cause du grand écrivain, vous gagnez du temps. Tout ce que vous auriez mis dans votre pauvre vie à avancer, à comprendre, à accepter ou à parier, eh bien le roman ou le film, c'est mieux que la vie parce que c'est condensé.
Ce sera, hélas, la dernière question. C'était une belle question, c'était une magnifique réponse. Fanny, Merci d'avoir posé toutes ces questions. Merci Fanny. D'ailleurs, je crois qu'une surprise vous attend là, maintenant. Oui, tout à fait, c'est voilà, pas tout à fait fini. Merci beaucoup pour cette belle rencontre et surtout, on a une petite tradition pour nos invités d'une lithographie qui est réalisée par Luc Brévard et qui est un hommage à votre présence. Merci beaucoup à toutes. Merci à tous. Merci pour vos questions et merci Fanny Ardant.